Alors, merci tout d'abord aux organisateurs de nous avoir fait signe et de nous avoir donné l'occasion de parler de Kudo, ce qui n'est guère fréquent, bien que depuis quelques années, je dirais 5-6 ans, je vois que le marché international s'intéresse beaucoup à l'artiste. J'ai eu la surprise de voir que Pinault, présentant une partie de sa collection, une petite partie de sa collection l'an passé à la conciergerie, avait mis quelques cages de Kudo. J'ai compris que le statut économique de l'artiste était en train de changer considérablement. Alors, l'autre intitulé, pour tous les deux, a pour titre Portrait de l'artiste dans la crise. Alors, je dois dire, en 62, puisque c'est en 62 que j'ai rencontré pour la première fois Kudo, je vous dirai dans quel contexte, la crise, elle ne nous apparaissait absolument pas. Dans notre société post-rurale, le début de la société de consommation semblait nous promettre un avenir radieux. Dès que Kudo a fait ses premiers objets et ses premières performances, car il a toujours associé, enfin, du moins dans une grande partie de sa vie, les vernissages à la présentation à la fois d'objets et de performances, puisque certains objets lui permettaient d'entrer à l'intérieur, enfin il y avait plusieurs dispositifs possibles. Quand nous avons vu ces premiers objets de Kudo, nous avons pensé évidemment, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs, au traumatisme subi par les Japonais par l'intermédiaire de la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki notamment. Et il est vrai que Kudo était porteur de cette mémoire. Mais en fait, sa réflexion allait bien au-delà. C'était très compliqué de comprendre d'ailleurs son propos, parce que Kudo parlait très mal anglais, il s'exprimait pratiquement pas en français, et quand il rencontrait ses interlocuteurs, pour être clair, il faisait de grands dessins sur papier qui ressemblaient à des dessins d'un biochimiste de haut vol, ou bien à des graphismes inspirés par un artiste qui avait perdu toute rationalité. Donc nous comprenions que nous ne comprenions pas, mais nous faisions comme si nous avions compris, parce que ça paraissait tellement évident pour lui qu'il n'était pas question de poser d'autres questions. Alors la première fois, l'image que vous voyez, c'est la première performance que j'ai vue de Kudo, et d'ailleurs je crois que c'est la première performance que j'ai vue dans ma vie. C'était 1962, les performances étaient vraiment très rares. Nous en avons vu quelques-unes au cours de ces années 60, principalement au Centre culturel américain. Et c'était une exposition organisée par Jean-Jacques Lebel dans une galerie de la rue Guénégaud, qui appartenait à un monsieur qui s'appelait Raymond Cordier, à ne pas confondre avec Daniel Cordier d'ailleurs. Et le titre de l'exposition de Jean-Jacques Lebel, qui réunissait des peintres, des sculpteurs et des fabricants d'objets d'ailleurs. Le seul qui faisait vraiment une performance, c'était Kudo, et puis il y avait 2 ou 3 peintres, dont Hérault, qui circulaient habillés dans des boîtes en carton. Enfin, ce n'était pas véritablement des performances. Alors, l'exposition avait pour titre « Pour en finir avec l'esprit de catastrophe ». Un tract qui faisait office d'invitation indiquait ceci. Alors, je ne vais pas vous lire la totalité du texte de Lebel, qui était très long, mais enfin, de l'art moderne à genoux devant Wall Street, donc les rapports de l'art et de l'argent ne viennent pas des années 90, de la commune de Paris oubliée au profit de l'école de Paris, de la misère morale et de son exploitation culturelle, etc. Donc, c'était vraiment cette exposition, un manifeste particulièrement offensif. Alors, durant cette soirée, Kudo est apparu, ligoté comme un saucisson, comme vous voyez, avec des cordages, et sur son corps, des formes cylindriques, sombres, étaient accrochées, qui ressemblaient à des chrysalides ou à des cocons, bien qu'une forme phallique au premier plan indiquait qu'il y avait probablement quand même une référence phallique. Donc, il apparaissait complètement prisonnier. Kudo très vite a dit que ces formes devaient être des outils de provocation et des prétextes à des discussions philosophiques. Donc ces formes oblongues, il va les utiliser très très fréquemment, au moins durant 2 ans. Après, il est passé à la fabrication d'autres objets, et ça n'avait rien d'une célébration sexuelle, bien évidemment, il n'y avait rien d'érotique là-dedans, car son objectif, c'était de détruire le beau concept du sexe.
D'ailleurs, ces formes oblongues vont acquérir toujours plus de réalisme. Donc, il va leur donner des formes les plus diverses, notamment, il va les peindre en rose, et là, les mettre dans des boîtes. Là, on va très bien comprendre de quoi il s'agit, puisque ce pauvre phallus est maintenu en vie par des circuits électroniques. Et en 69, il va même graver cette forme phallique sur un mont qui s'appelle le mont Nokogiri au Japon. Travail qui va lui prendre d'ailleurs 1 an, il n'est pas seul, il a quand même 2 assistants, mais enfin c'est un énorme travail. Et donc il indique bien en effet son projet, c'est-à-dire qu'en fait l'humain n'a strictement aucune liberté. D'ailleurs il n'est pas nécessaire de faire la révolution, que même si on fait la révolution, nous n'en avons aucune, puisque notre code génétique nous oblige à nous reproduire. En fait, si nous sommes sur Terre, c'est pour nous reproduire en dépit du fait que cette humanité est totalement décevante, lamentable et n'a guère d'intérêt. Donc en fait, nous sommes un peu comme un hamster dans une cage qui tournerait en permanence, nous reproduisons sans savoir très bien pourquoi. Alors, c'est en 65, dans le cadre d'une exposition qu'avait organisée Alain Jouffroy dans 3 galeries, que la dimension de l'œuvre de Kudo va apparaître dans toute sa nature singulière. Cette exposition avait pour nom Les Objecteurs. Les 3 galeries étaient les suivantes. Il y avait la galerie L'Arcade, la galerie Jacqueline Ranson qui se trouvait à l'époque place Furstenberg, et la galerie J. Galerie J qui a été une galerie absolument essentielle pour la compréhension d'une nouvelle situation de l'art au tout début des années 60. Pomerol était chez Jacqueline Ranson en solitaire, Jean-Pierre Reynaud chez l'Arcade, et 3 artistes étaient réunis Galerie J, Armand et Spoeri qui venaient du nouveau réalisme, et Tetsumi Kudo. Alors la photo que je vous montre là, c'est l'installation que j'avais refaite, moi, enfin refaite pas vraiment, parce que j'ai ajouté des pièces qui ne figuraient pas en 65, en utilisant la lumière noire. Parce que les roses acides et les verts qui l'étaient tout autant, d'ailleurs, de l'œuvre de Kudo, devaient permettre à ces œuvres d'être présentées en lumière noire, mais jamais personne ne les présentait en lumière noire. Donc pour la première fois, elles l'ont été, et à ce moment-là, on se rend compte que par-dessus ces chaises longues qui contiennent des restes humains, d'ailleurs, le parasol sert à une chose, c'est à protéger des radiations. Quand on voit cette pièce en lumière naturelle, évidemment, le sentiment d'une lumière autre, d'une lumière radioactive, n'apparaît pas clairement. Donc c'était quand même très étrange, là, de voir des restes complètement séparés d'ailleurs de l'organisme. Il y avait des fragments oculaires, une oreille détachée du corps, des pieds et des jambes qui ne semblaient pas même se toucher. Et dans la pièce qui était présentée Galerie J, 2 mains même tenaient un quotidien. Alors, je ne sais pas si c'était Le Monde ou un autre journal de l'époque, mais à partir du moment où on voyait ces corps fondus tenir un journal qui représentait étrangement au journal qu'on avait l'habitude de lire, on avait l'impression, selon d'ailleurs la dénomination que va donner la plupart du temps Kudo à ses pièces, que c'était bien Your Portrait, et que ce que nous voyions, c'est ce qui pouvait facilement nous arriver. Ce thème des restes et des corps fondus, il va l'utiliser bien souvent, d'où cette pièce absolument magnifique qu'il n'a jamais présentée en France, qu'il a présentée aux Pays-Bas sous l'intitulé Les Jardins de la Mue. Alors là, déjà, dans la formulation, Les Jardins de la Mue, nous voyons en effet une nature qui, sous l'effet d'une technologie mal maîtrisée d'ailleurs, est en train de permettre aux choses, aux êtres vivants, que ce soit des animaux ou des êtres humains ou les végétaux d'ailleurs, de se transformer. Voilà quelque chose de particulièrement cruel. C'est une œuvre évidemment que je n'ai pas retrouvée, elle est au Japon aujourd'hui. Il y a cet être filiforme qui pousse une voiture d'enfant. La voiture d'enfant, ce sont 2 lobes de cerveau surdimensionnés, comme si les travaux en laboratoire, les technologies mal maîtrisées étaient arrivées à cette monstruosité. Ce qu'il faut dire, et que je n'ai pas précisé, c'est qu'avec ces nouvelles pièces, Kudo avait mis au point un principe d'évocation de la chair humaine très particulier, qui était une association de coton et de cire
qu'il travaillait en lamelles extrêmement fines, en les colorant de rose qui semblait faire référence aux cuisses d'une nymphémie, c'est-à-dire des roses un peu acides, et qui donnait vraiment l'impression d'avoir des restes humains, des pellicules de peau. Évidemment, il n'y avait plus de musculature, il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus de structure osseuse, mais quand même, ça donnait le sentiment de pouvoir encore vivre. Voilà. Dans ces années 60, très vite, il va commencer à réaliser des cages. Et dans ces cages, qu'il achetait d'ailleurs sur les quais de Seine, c'est des cages pour oiseaux, qu'il va peindre, il va mettre des fragments de corps, qu'il va souvent, ces fragments, il va souvent les mettre sur des sols qui font référence un peu à des excréments. Il va mettre généralement un thermomètre, comme si on prenait la température, et vont apparaître aussi dans ces cages les circuits électroniques qu'il enlevait dans des radios portatives. Il sortait ces systèmes électroniques et il les mettait dans toutes ces installations qui donnaient le sentiment que ça marchait bien. Je vais vous montrer une cage un peu particulière parce que peut-être que certains, en regardant le visage, vont peut-être le reconnaître. Il s'agit de Ionesco. Kudo avait reçu une commande, je crois que c'était pour l'Allemagne, de créer le décor d'un film qui était consacré à Ionesco et qui avait pour titre La Vase. Quand Ionesco est arrivé dans le studio et qu'il a vu le décor que lui avait réservé Kudo, il a touché des cris. D'autre part, Kudo avait été très vexé parce que Ionesco, qui habitait Paris, n'était pas allé voir ses expositions. Et donc, Kudo avait écrit des choses très méchantes en disant, parce qu'il était entré entre-temps à l'Institut Ionesco, il avait dit, voilà, un écrivain entré à l'Institut qui ne sait même plus ce qu'est l'avant-garde. Donc, il l'a puni pendant très longtemps. J'avais présenté 3 ou 4 cages avec la tête de Ionesco à la Maison Rouge, et je priais chaque jour, enfin prier c'est un grand mot parce que je ne sais pas à qui adresser la prière, mais chaque jour je me disais, pourvu que la fille de Ionesco ne vienne pas voir cette exposition, parce que c'était absolument effroyable. Je vais quand même aller un peu vite parce qu'il faut... Hein. Voilà, donc avec ces systèmes électroniques, cette référence toujours à une matière brutalisée par une technologie que l'être humain ne sait pas maîtriser d'ailleurs, Kudo a fait des pièces très différentes où certaines fois nous avions l'impression de voir une expérimentation de laboratoire. J'allais vous montrer une serre absolument magnifique dans laquelle il y avait des fragments humains avec une sorte d'humidité sur les parois qui donnait vraiment l'impression que des corps physiques étaient protégés. Alors au bout d'un certain temps, Kudo a commencé à utiliser des tubulures de métal et a organisé des jardins. Sur ces tubulures, il accrochait des fleurs pourrissantes, des fragments corporels, il faisait en sorte que le tumulus sur lequel tout ça poussait donne bien le sentiment d'une terre assez riche pour permettre la croissance conjuguée d'une végétation qui n'avait pas l'air dans une très bonne forme et de corps humains, de fragments de corps humains qui restaient là comme des résidus de quelque chose qui avait disparu. Ce Grafted Garden, il l'a fabriqué dans un petit appartement atelier qu'il avait, qui prenait tellement de place comme il ne vendait pratiquement rien. De toute façon, il gardait pratiquement tout dans son atelier. Il avait qu'un conservateur aux Pays-Bas qui l'a fait vivre pendant des années d'ailleurs. Et donc ce Grafted Garden traversait tout l'appartement. Et lorsque nous allions dîner chez Kudo, on était assis de part et d'autre, on se mettait tous d'un côté du Grafted Garden et on se parlait comme ça de côté parce que évidemment c'était la colonne vertébrale de l'appartement. Lorsque Kudo est décédé, le centre Georges Pompidou a bien voulu lui acquérir une pièce et Didier Semin était venu choisir ce Grafted Garden qui est très très beau. Le positionnement de Kudo vis-à-vis de la technologie n'était pas clair. D'abord, il lisait des livres scientifiques de très haut niveau, il était passionné par les sciences, et en fait, je crois que cette technologie mal maîtrisée
il la voyait également comme quelque chose qui pourrait faire vivre dans l'avenir des corps qui se fragmenteraient. Donc cette technologie avait probablement, suite à des cataclysmes comme la bombe atomique, affaibli l'homme et nous avait montré que l'homme pouvait disparaître et se transformer d'une manière absolument effroyable, car quand même tous ces corps fragmentés ressemblent au rêve d'un savant fou. Mais en même temps, il avait un certain optimisme, un certain amour vis-à-vis de la science, parce que finalement, un cœur soumis à l'électronique, un cerveau, ça fonctionne toujours. Peut-être que le cerveau rêve, peut-être que le cerveau pense, et faut-il un corps? Voilà, quelquefois, c'était un peu ça les questions de Kudo. Donc il y avait en lui quand même le moine zen qui pouvait se contenter d'un corps fragmenté. Bien évidemment, ces pièces quand même continuaient à être relativement alarmantes. Donc à partir d'une certaine date, Kudo est reparti au Japon. Il a enseigné, d'ailleurs on l'a invité à enseigner dans une école très importante au Japon, et il vivait un peu entre Paris et le Japon. À partir d'un certain moment, Kudo au Japon a commencé à transformer complètement son écriture. Il a utilisé des fils de couleur qu'il enduisait de colle et avec lesquels il a fait des formes qui devaient représenter les trous noirs de l'univers et en même temps montrer dans d'autres pièces les différences qu'il pouvait y avoir entre l'espace mental de l'Occident et l'espace mental de l'Extrême-Orient. Tout ça, évidemment, sur un mode extrêmement compliqué. Ce qui était bizarre, c'est que l'Occident, on était des vases creux, d'ailleurs, hein, et les formes pointues, il les destinait quand même à l'Extrême-Orient. Et avec ses fils, il a fait des performances qui étaient fort belles. Il était vêtu à ce moment-là d'un kimono, et il manipulait ces fils de couleur qui étaient pour lui la représentation des chromosomes, en fait. Et donc, devant des autels où il faisait fondre des restes humains, ou bien simplement en faisant bouger ces fils de couleur, il tentait de représenter en fait le destin complexe de l'humanité, sans en tirer aucune conséquence d'ailleurs. Mais c'était des moments extrêmement silencieux, ça durait très longtemps, et c'était très très inquiétant parce qu'on n'avait absolument pas les réponses de tout cela. Alors que dans les pièces qu'il avait faites au départ, elles semblaient un peu plus claires. Je voulais vous montrer une pièce qui était très belle, qui avait pour titre « Les âmes des artistes d'avant-garde » et qui était composée d'un simple parapluie transparent sur lesquels des fils de couleur se terminaient en forme ovoïde de couleur, enfin avec ces fils. Voilà. La pièce du bas est totalement différente. Et les corps, évidemment, attachés au parapluie, n'avaient plus de poids physique et s'élevaient vers la hauteur. Ce qui laissait supposer que les artistes d'avant-garde, qui ont eu plus d'intuition, plus d'intelligence, qui ont peut-être été plus rigoureux dans leurs recherches, pouvaient espérer une sanctification de l'espace-temps, alors que les autres resteraient probablement collés au sol, selon un destin pitoyable. Mais je ne veux pas conclure, évidemment, à la place de Kudo. Je voulais simplement dire que très malade, il a fait une dernière performance qui devait durer très longtemps, et à un moment, probablement très fatigué, il avait une pédale et il alimentait une bougie avec de l'air qui continuait à brûler. Et à partir d'un certain moment, il a soufflé sur la bougie, et des amis japonais qui étaient là ont compris que Kudo disait adieu à l'assistance. Voilà, c'était un personnage très mystérieux. Je ne le connais pas plus aujourd'hui qu'à l'époque où je l'ai rencontré pour la première fois. Sa singularité n'a pas faibli avec le temps. Quand on regarde ses pièces aujourd'hui, on se dit mais certains artistes ont des prémonitions absolument extraordinaires, parce qu'il nous a dit quelque chose du monde dans lequel nous sommes. Peut-être pas du monde dans lequel nous sommes, mais des angoisses qui nous saisissent aujourd'hui. Peut-être que ce sont des angoisses excessives par rapport à la marche du monde. Peut-être que l'avenir se montrera plus gracieux qu'il nous apparaît aujourd'hui. En tous les cas, il a tiré des signaux d'alarme. Ces signaux d'alarme, nous les avons entendus. Et aujourd'hui, quand on regarde les travaux de certains jeunes artistes,
On pense que Kudo a peut-être été leur père spirituel, bien que la plupart d'entre eux ne le connaissent pas. À vous alors, hein. Bien évidemment, il est très difficile de prendre la parole après Anne, qui de surcroît a connu Tetsumi Kudo de son vivant, et je ne suis d'ailleurs pas qualifié à tenir un discours d'historien de l'art, ne l'étant pas. La seule chose que je peux essayer de faire, c'est de vous parler du pourquoi j'aime et pourquoi à la galerie nous tentons de défendre l'œuvre de Tetsumi Kudo. Un artiste aux antipodes du militantisme, un artiste qui, pour reprendre le terme de Julien Salot ce matin, rajoute du chaos à la pensée rationnelle. Maintenant qu'Anne Tronche vous a présenté l'artiste, je pense qu'il est intéressant de rentrer peut-être dans certaines œuvres que j'ai eues entre les mains ou que j'ai un petit peu regardées plus attentivement. Pour ce faire, j'en ai choisi quelques-unes que je vous présenterai au cours de cet échange, cette conversation toujours avec Anne, si elle le veut bien. Les œuvres choisies tournent autour de 3 thèmes principaux. Le premier, le nucléaire, la radioactivité. Le second, la mutation, l'hybridation. Et enfin, le troisième, la notion d'enfermement, de coercition, dans lequel les facultés créatrices, qu'elles soient liées à la reproduction proprement dite ou au sentiment, sont enfermées. Mais, et il faut insister là-dessus, il serait trop aisé de voir Kudo de manière réductrice, en dénonciateur des progrès scientifiques. Au-delà du vocabulaire utilisé, il y a dans son œuvre à la fois une répulsion et une attraction. Comme le notait Anne Tronche dans le communiqué de la Maison Rouge, dans son monde, l'homme et la technologie ne sont pas en relation d'opposition. Élevés ensemble, ils donnent naissance à une nouvelle culture, dessinée par ses soins, comme la nouvelle écologie. L'homme ancien a disparu du territoire imaginé par Kudo, en dépit des fleurs, des cigarettes ou des crucifix, dernier souvenir d'une existence lointaine. Un nouveau monde s'instaure, un monde qui se souvient probablement de l'insupportable violence d'Hiroshima et qui résolument se pare de couleurs fluorescentes. Ce qui intrigue, fascine donc, c'est l'ambivalence dans laquelle chacun de nous plonge lorsqu'il regarde une œuvre de Kudo. Impossible de n'y voir qu'une dénonciation du progrès humain ou du progrès scientifique. Parlons pour commencer de ce qu'il apparaît le plus simple de dire au sujet de cette œuvre. Il n'aura échappé à personne, et cela vient d'être répété, que Tetsumi Kudo est un artiste japonais, qu'il a 10 ans au moment de l'horreur d'Hiroshima, et qu'il a donc vécu le traumatisme du désastre nucléaire. Ce sentiment partagé par de nombreux artistes dans les années 60 a d'ailleurs été magnifiquement relevé par Laurence Bertrand d'Orléac dans son livre « L'ordre sauvage, violence, dépense et sacré dans l'art des années 50-60 ». Ouvrage dans lequel elle montre comment la notion de dépense est à l'œuvre chez ces artistes qui décident de rompre avec tout un système, une tradition qui les a menés au désastre. Il est intéressant de remarquer, on en a vu les visuels, je ne vais pas vous les remontrer, des premières performances de Kudo avec Lebel, où la notion de dépense, de performance était absolument au centre. La plupart des artistes japonais, donc, à cette époque, ont donné libre cours à des expériences purement corporelles, citons le groupe Gutai notamment, avec Shiraga, dont Kudo fut proche, et les néo-dadaïstes. Kudo, lui, par contre, passé les quelques expériences avec Gutai, va s'appliquer à faire une œuvre plastique et non performative seulement. Il n'y aura pas, il me semble, dans l'œuvre de l'artiste japonais, de tentative cathartique. Kudo ne regarde pas en arrière et ne cherche pas à pointer les manques, les raisons qui ont conduit au désastre. Bien au contraire, et c'est ce qui fait, à mon avis, sa préscience, sa capacité d'anticipation, et qui le rend unique parmi les artistes d'aujourd'hui, Kudo pense un post-humain possible sur les décombres d'un monde appelé à disparaître. Je citerai Laurence Bertrand d'Orléac. L'art, qui s'exprime aussi violemment dans les années 50-60, ne signifie pas seulement une catharsis de l'après-guerre, une confiance retrouvée dans le progrès et une euphorie pour la société du spectacle et de la consommation, mais aussi les nouvelles peurs. La guerre froide, les guerres coloniales, la guerre des sexes, les dérèglements écologiques, la machinisation, la déshumanisation, l'ennui. Il est fort troublant de noter à quel point ces derniers termes, guerre des sexes, dérèglement écologique, machinisation, déshumanisation et ennui, sont parmi certains des thèmes clés de l'œuvre de Tetsumi Kudo. Je renvoie aussi au court texte qu'avait écrit Carole Boulbès,
À ses yeux, le Japon était un laboratoire d'expérimentation et les Japonais des cobayes sur qui on avait testé la radioactivité après Hiroshima, le développement informatique des masses-médias et la pollution industrielle liée à la croissance économique. Aujourd'hui, à l'ère de la biotechnologie et du catastrophisme écologique, son œuvre apparaît comme un cri d'alarme, ou plutôt comme un ricanement prophétique. Je ne remonterai pas, on l'a montré, votre portrait, cette pièce de 66, qui se compose de 2 chaises longues fluorescentes sur lesquelles apparaissent des fragments de corps, des mains, des lambeaux de peau, un morceau de visage, comme si les corps avaient fondu sur la toile sous un parasol vert, comme s'ils avaient été pétrifiés par l'accident nucléaire, une sorte de vision presque du Vésuve, comme si la vie s'était arrêtée et qu'il ne restait que des lambeaux. Je vous montrerai peut-être, pour parler de cette peur du désastre écologique, voilà, cette œuvre où l'on voit une boule de terre qui est de cette forme-là, avec 2 mains qui sont... On n'arrive pas à savoir si elles sont en état de décomposition ou pas, si elles sont putrides, mais de laquelle pousse une fleur dont on m'a dit, alors une fleur qui pousse presque d'un phallus, oui, et dont on m'a dit que la fleur en question était la fleur du paradis. Donc c'est le nom de cette fleur-là. Donc j'aime beaucoup, voilà, c'est ce dont je vais vous parler, ce qui fera ma différence avec Anne. C'est une des premières pièces de Kudo que j'ai rencontrées qui m'a fait me pencher sur l'œuvre de Kudo. J'ai trouvé une sorte de synthèse totale et cette ambivalence que je pointais tout à l'heure, où on ne sait pas si quelque chose est en train de naître et si la vie a repris le dessus, ou si c'est bien au contraire la fin d'un monde. Donc, pour clore ce passage sur le nucléaire et la radioactivité, je vais juste vous citer quelques titres. Cultivation by Radioactivity, Fossil in Hiroshima, l'utilisation des éclairages, on l'a dit, des éclairages UV, des lumières phosphorescentes, tout ce vocabulaire-là donne sans doute la mesure de son souci de parler de l'après-guerre. Le deuxième thème, qui est évident, dont on a vu 1 ou 2 pièces tout à l'heure, c'est l'hybridation et la mutation. J'aime beaucoup cette pièce, elle rejoint celle qui nous a été montrée tout à l'heure, car effectivement toute l'œuvre de Kudo est traversée par différentes figures, métaphores de la mutation. Celles-ci prennent la forme de la chrysalide, notamment, du cocon, on l'a vu tout à l'heure, je crois. Les titres aussi rendent compte de cette mutation. Ainsi, nombre des œuvres de Kudo comportent-elles le mot métamorphose. You Are Metamorphosing, notamment, de 1967. Elle est admirable, excusez-moi. Ouais, elle est admirable parce qu'il y a une énorme tendresse. On voit 2 monstres, absolument. On fait une réduction de l'être humain, appelons ça comme ça. Et en fait, il y a quand même une tendresse extraordinaire entre ces 2 bouches qui essaient de se rejoindre. C'est très étrange d'ailleurs, parce qu'il y avait très peu de tendresse dans les pièces de Kudo. Et là, elle est exprimée. Oui. L'hybridation a à voir avec une nature augmentée, une nature humaine augmentée par l'inclusion des circuits électroniques du naturel au vivant, qui ouvre donc par là la voie à un post-humain, une réflexion donc profondément originale sur la nature humaine. La greffe, l'une des expositions que Anne a dû voir à la Galerie Beaubourg, je crois que c'était en 72, s'appelait Greffe et symbiose. Donc là encore, cette volonté, non pas de dénoncer, parce que le terme symbiose est un terme absolument positif. C'est à la Galerie Beaubourg. À Galerie Beaubourg. Je peux raconter quelque chose. Oui, bien sûr. C'était l'époque où il faisait des fausses célébrations bouddhiques devant des hôtels en plexiglas, et il avait enfermé des restes humains dans une boîte transparente, et à un moment il a fait passer un circuit électrique assez fort et les fragments humains se sont mis à fondre. Évidemment, le plastique a fondu, s'est répandu sur la moquette très belle de la galerie, et j'ai vu tout de suite que ça allait créer véritablement un drame. En effet, il y a eu un drame. Le lendemain, il y a eu quand même un coup de téléphone du directeur de la galerie qui demandait à Kudo de venir nettoyer. Et donc, eh bien, Kudo, dans la semaine, a enlevé toutes ses pièces. Si vous l'aviez connu, vous auriez vu que une galerie parisienne, dont je ne citerai pas le nom, l'appelait la Panthère Noire. Merci.
Pour revenir donc, pour terminer sur ce chapitre de la mutation et de l'hybridation, je ne vais pas vous montrer le grand jardin que nous a présenté Anne, pollution, cultivation, nouvelle écologie, mais effectivement on retrouve dans cette œuvre la terre, des sexes, des morceaux de membres, des corps qui sont mélangés directement à la terre et qui sont greffés. C'est là le lieu d'un jardin, certes pas édénique, mais doit-on pour autant parler de vision infernale? Les corps sont certes démembrés, mais ils sont assimilés aux fleurs, à la nature, à une végétation. Celle-là, l'une des premières œuvres qui donne à penser le travail de Kudo, non pas de manière unilatéralement pessimiste donc, mais peut-être peut-on voir une manifestation où l'homme engloberait la nature et où la nature récupérerait l'électronique. Enfin, le dernier thème, dont on a vu des extraits aussi tout à l'heure, c'est le terme de l'enfermement de la boîte. Kudo a dit, c'est une phrase qu'on retrouve très souvent, on ne peut se passer de boîte pour vivre, on est dans une boîte matrice, vit dans une boîte appartement et finit après la mort dans une boîte cercueil. Voilà. Le décor est jeté. Moi, dans cette courte troisième partie, je vais parler de deux références, autres que le travail de Kudo. Cette œuvre fait évidemment penser au Meilleur des mondes, 1932, d'Adolphe Huxley, et un film de George Lucas, très peu connu, qui s'appelle THX 1138. C'est le premier film de George Lucas, qui est réalisé en 1972 et produit par Francis Ford Coppola. Je vais vous dire pourquoi je pense à ça. Donc dans la première analogie donc, que pourrait se faire un visiteur qui visite une exposition Kudo, c'est le meilleur des mondes. Dans cette société, la reproduction sexuelle telle qu'on la conçoit a totalement disparu. Les êtres humains sont tous créés en laboratoire, les fœtus y évoluent dans des flacons et sont conditionnés durant leur enfance. Les traitements que subissent ces embryons au cours de leur développement déterminent leur futur goût, aptitude, comportement, en accord avec leur future position dans la hiérarchie sociale. On ne sait pas si ce que je décris là est le livre d'Huxley ou une œuvre de Kudo. Une des premières surtout, celle de 62-63. Je voulais vous la montrer, mais vous avez vu, ça défilait. On l'a vu passer à la fin. C'était des petits bocaux dans lesquels il y avait des petites poupées en caoutchouc et qui entouraient une roulette russe de casino. C'était la programmation génétique qui fait que le hasard est totalement associé à ce que nous sommes. Et je voudrais raconter quelque chose pour préciser quand même le monde qui était celui de Kudo, qui n'était vraiment pas un monde normal. Un jour, j'allais le voir, il m'offre un bocal avec cette chose complètement monstrueuse d'une poupée en caoutchouc compressée dans du formol ou quelque chose comme ça. Et je partais avec mon bocal dans le couloir et à ce moment-là, la fille de Kudo courait après moi en hurlant « ma poupée, ma poupée ». Et j'en concluais que ce pauvre enfant avait pour jouer des choses absolument monstrueuses, effrayant. Ça me fait donc anticiper à une œuvre dont je voulais parler après, mais puisqu'on en parle maintenant, on parlait de hasard et de manipulation. Ça, c'est on va dire, une des toutes premières œuvres du Kudo, c'est-à-dire le Kudo qui arrive à Paris en 62. Qui arrive en 62, donc c'est une pièce de 62 qui s'appelle Cybernetic Art, donc qui porte très bien son nom. C'est un flipper. La photo, hélas, est pour les yeux chastes, puisque le lance-bille qui lance la bille est un phallus, bien évidemment. Donc la bille passe là-haut, elle choisit l'une des deux vulves, et ensuite, la notion de hasard, évidemment, tout se balade, mais au final, on finit dans un bocal. C'est l'une des premières œuvres, justement, qui parle à la fois de ce que les capacités purement productrices de l'homme sont capables de garder de profondément de liberté, mais au final, est-ce qu'on va encore être maître de son destin? Oui. Et d'ailleurs, parmi les citations, parce que vous parlez de George Lucas, je dois dire qu'avec ces poupées, ces manipulations hasardeuses qui nous déterminent, moi je pense au film de Woody Allen où les spermatozoïdes transformés en parachutistes s'apprêtent à descendre, et parmi eux, il y a un noir. Et on se demande quelle femme blanche va recevoir ce spermatozoïde. Voilà, ça c'est une image. Ça, c'est une image du film de George Lucas. Alors, j'ai pas réussi à trouver sur Internet une image
juste des bocaux, mais il y a, ça dure 2 secondes dans le film, une image qu'on croirait extraite de l'œuvre qu'on a vue défiler tout à l'heure. Et alors, une autre image, tout le film de George Lucas se passe, c'était d'ailleurs, quand on a organisé l'exposition Kudo à la galerie il y a 1 an, nous avons essayé de mettre en rapport le film avec l'œuvre de Tetsumi Kudo, donc on avait fait toute la galerie en blanc. C'était pour retrouver, vous avez vu une image rapidement de l'espace de George Lucas, il n'y a pas de perspective, tout est blanc, il n'y a pas de point de fuite, absolument rien du tout. Et l'histoire du film de THX 38, c'est dans une société souterraine du futur, des hommes vivent sous sédatifs, ils sont socialement brimés par un pouvoir totalitaire et invisible au sein d'un univers blanc monochrome. Sous l'impulsion de sa compagne, l'ouvrier THX 1138 accepte de fuir avec elle, mais il se retrouve finalement lui en prison, inculpé d'avoir enfreint la règle du sexe interdit avec LUH 3417 et pour n'avoir pas pris certaines des drogues obligatoires. Il y a vraiment, je crois, dans ce film des thèmes, et c'est très très contemporain, on est en 72, la cage que l'on voit ici, la rose, que je vais vous montrer et vous décrire peut-être un petit peu plus, est de 75. C'est l'une des dernières cages de Kudo. Parce qu'il a commencé ses premières cages en 66. 66. Alors, voilà, vous l'avez ici. Elle est, donc vous voyez, il y a une cage dans laquelle il y a 2 autres cages avec un oiseau, donc voilà, un symbole classique et éculé de l'envol et de la liberté, mais à côté il y a des rats, des souris d'élevage, comme si l'homme était en batterie. Voilà, le dos de cette œuvre, bon, la photo artistique on va dire, la cervelle est emprise dans une cage elle-même, et ce qu'on ne voit pas, c'est que, voici, on le voit. Non, on ne voit pas. Il y a un fil électrique qui est branché directement sur le cerveau, qui est relié au pot de fleurs, et du pot de fleurs pousse un cœur. Et donc là, on n'arrive pas à savoir, là encore, qu'est-ce qui prend le dessus sur les instruments de contrôle ou pas. Car effectivement, pour finir sur cette notion d'enfermement et de contrôle, toute l'œuvre de Kudo est traversée, là encore, par les formes utilisées. Il y a les instruments de mesure, le thermomètre, les puces électroniques, qui sont pour moi le paradigme d'une vision apocalyptique et cauchemardesque du contrôle de l'humain. Donc que ce soit dans THX 1138 ou dans l'œuvre de Kudo, le désespoir qui naît de ces 2 œuvres n'est que plus grand, car ce désespoir naît de l'homme lui-même. C'est ce dernier qui met en place les instruments de contrôle et de coercition du vivant, des étapes psychiques, des émotions. Donc là, le flipper, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'étais en avance. Enfin, on ne peut passer sous silence, on l'a vu, le thème du phallus dans l'œuvre de Kudo, et sa toute première performance sur laquelle je ne reviendrai pas, en 62, à l'invitation de Jean-Jacques Lebel. Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres thèmes dont nous aurions pu parler, le sperme, avec ses distributions de préservatifs. Oui, alors ça, je dois dire que c'était extraordinaire parce que il convoquait des femmes japonaises absolument charmantes qu'il habillait avec des kimonos très raffinés. Il y avait une planche à repasser. Ces japonaises repassaient des phallus et ensuite les distribuaient aux spectateurs. Ils avaient un petit rose, etc. Donc ça devenait une confiserie. On ne savait pas très bien. Les gens prenaient ça un peu étonnés. C'était un rituel un peu japonisant quand même, hein, du cadeau, de l'offre. Oui, c'est très curieux. Et donc pour conclure, j'aimerais vous livrer une réflexion, non pas vous livrer une réflexion, mais justement je m'interroge, et Anne a jeté quelques bases sur la vision pessimiste, optimiste de l'artiste. Car quand je regarde une œuvre, je n'arrive pas à savoir si Kudo dénonce ou si Kudo prend acte ou s'il a foi en l'avenir. L'artiste démiurge ou bien l'artiste cobaye qui se croit doué de libre arbitre. Profondément marqué par le traumatisme d'Hiroshima, le développement des nouvelles technologies, biologie, informatique, et soucieux de penser l'homme à venir, ce que l'on pourrait appeler un post-humanisme, Kudo, au travers d'œuvres diverses à base de cocons, phallus, chrysalides, cages, fils, boîtes, tend à rendre compte de la métamorphose de l'homme moderne au travers des notions de hasard, d'indétermination, de biologie, de sexe et de contrôle. Et par là, il interroge ce qui persiste de la liberté humaine dans notre société d'aujourd'hui, la place de l'inné, de l'acquis et celle du programmé. Il jette donc ainsi les bases de ce qu'il appellera une nouvelle écologie.
Alors, quelle conclusion peut-on obtenir sur ce travail? Mutation idyllique, paradis perdu, renaissant, ou bien désastre et mutilation? Son œuvre serait alors le récit d'un homme captif de son quotidien, morne, ennuyeux et sans issue, duquel il cherche vainement à s'échapper par le rêve. L'être humain prisonnier de sa condition. Mais, même si la première insertion, celle d'un paradis en construction, retient l'attention, n'est-ce pas encore là une défaite de l'humain, comme si, comme l'a présenté Baudrillard, l'homme rêve de machines originales et géniales, parce que justement, il désespère de même de sa propre originalité. Je laisse interrogation ouverte. Oui, ben ça vous pouvez, parce qu'il n'y a pas de réponse à apporter. Et cette œuvre-là, je pense, le dit, ce qu'on ne voit pas dans les détails de ce chœur, c'est que sous ce chœur, c'est tout un circuit électronique qui est sous cette sève gelée congelée. Voilà. Très bien.